Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. Un match sous haute tension ce soir au Stade de France. Les supporters seront surveillés de près par des milliers de policiers aux abords de l'enceinte sportive pour la rencontre France-Israël. Faut-il redouter des heurts? Quelle est l'ambiance sur place? On verra cela avec nos envoyés spéciaux dans un instant. Un CRS en civil agressé en pleine rue à Toulouse par des dealers qui l'ont reconnu. Le policier qui a été blessé était accompagné de son épouse. Le danger partout et tout le temps pour les forces de l'ordre qui sont les cibles numéro 1 des narcotrafiquants. On entendra également le garde des Sceaux, Didier Migaud, qui était notre invité ce matin. Il affirme que la justice n'est pas laxiste dans notre pays. On écoutera ses arguments. Et puis, on reviendra évidemment sur le procès des emplois fictifs du Parlement européen qui pourrait bien coûter la présidentielle à Marine Le Pen. Une peine lourde de prison et d'inéligibilité a été requise contre elle hier. On verra que ça suscite des réactions très nombreuses dans le monde politique, notamment du côté de Gérald Darmanin ou encore de Jean-Luc Mélenchon. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, sera notre invité à 18h20. Il y a un match très important ce soir au Stade de France. France-Israël, vous le savez, Ligue des Nations, avec un déploiement de policiers absolument impressionnant. 4000 hommes, je crois, et policiers et gendarmes à l'intérieur, à l'extérieur et aussi dans toute la couronne francilienne. C'est ce que vous allez nous dire, Denis. On va rejoindre Maxime Leguet et Laurent Sélarié. Bonsoir à tous les deux. On l'a dit, un dispositif inédit avec déjà beaucoup de forces de l'ordre présentes, c'est ça ? Il est parti. Ah, il est parti. Il n'a pas supporté que je lui pose cette question. Maxime. Je suis susceptible. Maxime, revenez si vous m'entendez, je vous assure. On fait les mêmes à la maison. Allez-y. Non, bon, écoutez, on retrouvera tout à l'heure Maxime Leguet. Mais c'est vrai que, alors, vous dites qu'il y a des policiers, et ça m'intéressait, qui sont non seulement déployés dans le stade, ce qui est très rare, à l'extérieur du stade, dans tout Paris, mais aussi dans toutes les synagogues et écoles juives du 93. Tout à fait. Oui, parce que, alors déjà, il faut recontextualiser. Le dispositif qui est mis en place, c'est pas parce, enfin, ça en fait partie, mais c'est pas à cause des événements d'Amsterdam. On sait que la France est sujette à de fortes tensions entre les pro-palestiniens et les défenseurs des Israéliens, et que ce dispositif, bien évidemment, au regard de tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines, fait qu'on est obligé de renforcer. Donc oui, il y a 4000 policiers qui sont concernés par la surveillance du Stade de France à l'intérieur et aux alentours. Il y a 1600 stadiers également qui vont être là pour éviter, je rappelle qu'il y a un arrêté qui a été pris d'interdiction de banderoles, de messages propagandistes et autres. Donc forcément, les policiers qui sont à l'intérieur du stade vont constater, interpeller, faire leur travail. Au-delà de cela, il y a aussi les dispositifs technologiques qui sont mis à la disposition de la surveillance autour du Stade de France, que sont les drones et puis la vidéosurveillance algorithmique, l'identification faciale. Et puis, il y a d'autres points dont on ne parle pas forcément, mais qui sont là. La surveillance des hôtels des joueurs. Donc il y a 3 compagnies de CRS qui sont mobilisées là-dessus. Il y a 9 compagnies de CRS qui sont mobilisées sur le Stade de France. Je ne parle pas des unités de la préfecture de police, les Braves, les compagnies d'intervention, et puis, d'une manière générale, les unités de police. Et puis, il y a une surveillance accrue qui est demandée aux policiers sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis pour surveiller les établissements israélites que sont les synagogues. Les écoles, elles seront fermées puisqu'on sera en soirée, mais en tous les cas, de surveiller les lieux de culte. Les lieux de notamment. culte, de vous préciser également qu'il y a un rassemblement qui va se tenir à 2 km du Stade de France. Un rassemblement de quoi ? À l'appel. À la place du Front Populaire. Ouais. Donc, c'est un rassemblement pro-palestinien que certains élus députés de la France Insoumise appellent à rejoindre. Monsieur Porte, notamment, a diffusé un message sur Twitter cet après-midi appelant à rejoindre ce mouvement, ce qui n'exclut pas des problèmes. Et je le dis, c'est pas tant le Stade de France qui nous pose des difficultés, c'est ce qui va se passer après, à l'extérieur. Et ça, c'est véritablement le risque. Bruno Retailleau a dit qu'il ne craignait pas, en tout cas, il n'avait pas d'informations qui tendaient à dire qu'il y avait des risques. Il y a des risques. Le risque zéro, il n'existe pas. Et puis, de toute façon, il ne va pas dire publiquement qu'il y a des risques, vous vous doutez bien. Mais bon, le renseignement territorial, notamment, travaille sur le sujet et a fait des remontées d'informations en amont pour qu'on puisse s'adapter à tout problème éventuel. On a retrouvé Maxime Leguet, Laurent Sélarié. Alors, ça y est, les garçons, vous êtes en place. Vous ne partirez pas cette fois-ci, Maxime. Racontez-nous le déploiement de forces de l'ordre autour de vous.
Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, non, je vais bien rester avec vous cette fois-ci. On a eu quelques problèmes techniques. Effectivement, le dispositif de sécurité XXL, il est en train de se mettre en place. Ça y est, ici, à quelques heures du coup d'envoi, vous apercevez derrière moi un camion de CRS. Il y a également de nombreux gendarmes qui sont en train de patrouiller, des forces de l'ordre qui sont 4000 déployés pour assurer la sécurité de cette rencontre. Et puis, il y a surtout toutes les rues adjacentes qui donnent accès au Stade de France qui sont barrées, fermées. Le périmètre qui est totalement bouclé puisque même les enseignes qui jouxtent le Stade de France ont obligation de fermer leurs portes. Un dispositif de sécurité qui sera également conséquent à l'intérieur du stade. Vous en parliez il y a quelques instants. 1600 agents de sécurité qui seront mobilisés et le préfet de police Laurent Nunez qui a précisé que toute banderole et message à caractère politique serait proscrit dans l'enceinte du stade et que donc pour ce faire, les contrôles et les fouilles seraient renforcés devant l'entrée du stade. C'est un match qui se déroule dans un contexte hautement inflammable puisque ici évidemment tout le monde a en tête les images de ces agressions antisémites effroyables de la semaine dernière à Amsterdam, des images et des incidents que les autorités françaises souhaitent à tout prix éviter ce soir pour ce match sous haute surveillance. Merci beaucoup Maxime Leguet, Laurent Sélarié. On va tout de suite partir à Tel Aviv. Vous nous attendez Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenou. Bonsoir à tous les deux. Comment ce match France-Israël, mon cher Thibaut, est-il perçu depuis Israël justement et toutes ces normes de sécurité qu'il a fallu prendre pour que ce match de foot, on parle d'un match de foot, ait pu se dérouler? Eh bien écoutez Laurence, on a pu effectivement parler avec Jérôme Rampenou, avec des franco-israéliens qui vont regarder avec plus grande attention ce match de football. On est déjà très content ici que ce match soit maintenu et soit maintenu en France et que d'ailleurs le président de la République puisse y assister. Concernant l'événement en lui-même, et vous l'avez dit en plateau et Maxime l'a également rappelé, il y a un dispositif conséquent. On ne craint pas forcément pour les milliers de spectateurs mais aussi l'équipe israélienne. Ici on prend l'exemple des Jeux Olympiques où la délégation israélienne était suivie par les forces spéciales françaises et tout s'est bien passé. Non, c'est plutôt ce qui va se passer autour de ce Stade de France, notamment partout en France où l'hymne israélienne pourrait être sifflée, nous confiait avec inquiétude un franco-israélien, mais également tous les heurts et les débordements qui pourraient émaner par rapport à ce match qui va donc se tenir ce soir. On sait que les franco-israéliens seront nombreux devant leur télé, mais ici en Israël, on doit quand même relativiser. Beaucoup de personnes n'accordent pas la même importance au football en comparaison à la France. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau qui est sur place avec Jérôme Rampenou à Tel Aviv. Éric Nolot, c'est navrant d'avoir à déployer tant de policiers, un dispositif d'une telle ampleur pour un match de foot. En fait. Mais on a vu au début de l'émission que le maire de Bordeaux s'était avisé qu'il n'y avait pas seulement un sentiment d'insécurité, mais de l'insécurité. Là, pour les derniers qui en doutaient, il n'y a pas un sentiment d'antisémitisme en France, il y a de l'antisémitisme. Bon, au point qu'un match se déroule dans des conditions extraordinaires au sens littéral de l'adjectif. Bon, le climat ne s'est pas dégradé d'un jour à l'autre. C'est le résultat de l'action de professionnels de l'antisémitisme qui se recrutent essentiellement à l'extrême gauche. Et on en arrive à cette situation-là. Les Israéliens ne sont pas en sécurité en France, à moins de les protéger avec un luxe de moyens. Et malheureusement, les Français juifs sont dans la même situation. Ils craignent pour leur sécurité à très juste titre. Donc, moi, j'en veux beaucoup. Pas seulement à ceux qui sont prêts à passer à l'action comme à Amsterdam, mais ceux qui encouragent ce climat. Et je voudrais qu'on les combatte beaucoup plus fermement. À pied, Françoise. Oui, alors ce qui est formidable, ce qui est flagrant, c'est qu'il y a 3 présidents de la République qui y seront ce soir. Oui. Président Macron, pardon. Président Sarkozy. Nicolas Sarkozy et François Hollande pour marquer cette sorte d'unité. Premier ministre aussi, ministre de l'Intérieur. Donc j'allais dire, ça c'est bien, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on dit, mais il manque de gestes forts au plus haut niveau pour montrer que on lutte. Il fallait venir à la marche contre l'antisémitisme aussi. Oui. Je suis d'accord, il aurait mieux fait de venir peut-être pas le louper, ça. C'est sûr, il a raté le rendez-vous. Mais j'allais dire, les rôles sont parfaitement clairs là. On voit qui est en effet, j'allais dire, en soutien et qui en effet appelle à manifester de l'autre côté et à créer de la trouble. Voilà. Le trouble. Et puis la vraie crainte, c'est pas évidemment pendant le match, c'est ce qui va se passer après. Parce qu'on sait très bien, on le vit régulièrement sur les Champs-Élysées, même quand c'est la fête, des fois ça dérape assez vite. Et là, je ne sais pas comment on fait pour empêcher certains supporters de prendre le métro, par exemple.
En tout cas, sécuriser toute la ligne. Louis, je rejoins, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Françoise Laborde. Quand on dit qu'il faut que l'antisémitisme recule et qu'ils ne doivent pas passer, quoi qu'il en coûte, il fallait que ce match ait lieu. Et je pense que c'est une très bonne démonstration et les politiques, pour le coup, ont bien compris tout l'enjeu périphérique de cette rencontre sportive. Donc il était impératif qu'il ne soit pas déplacé, que la date ne soit pas non plus déplacée et que justement il y ait cette mobilisation de forces de police pour expliquer à tous ceux entre guillemets du camp d'en face, en fait, on sera inflexible, on ne reculera pas. Et je trouve que par le passé, il y avait des hésitations. Attention, il ne faut surtout pas mettre d'huile sur le feu. Si on met trop de police et de gendarmerie, ça risque de les exciter, de leur donner de l'importance. Maintenant, on ne se pose plus de questions, il n'y a plus d'état d'âme. On y va. Et vous avez effectivement trois présidents de la République ou anciens qui sont présents. Et je trouve que c'est un beau visage et on ne peut que s'en réjouir. Dernier mot rapidement avant la pause. Ce n'est pas non plus un dispositif hors norme. Non, mais enfin, pour un match de foot. Mais je rappelle qu'on a eu d'autres événements où on a eu des problèmes, notamment avec l'Angleterre, au Stade de France. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Vous rappelez les supporters anglais qui ont attaqué. Là, il y a tout l'antiterrorisme, il y a la DGSI qui est en alerte, il y a même le renseignement extérieur qui a été sollicité. Il y a aussi des policiers qui sont mobilisés sur la sécurisation des transports pour le match. C'est important de le dire également pour les personnes qui vont venir en transport en commun, que la police sera également sur des points de surveillance au niveau, notamment le RERB qui arrive au Stade de France, et qu'on a essayé de prévoir. Et la police à cheval, là, on les voit là, avec les chevaux. Petite pause. Revenons à la sécurité. Enfin, on parle toujours de sécurité, malheureusement. Avec ce qui s'est passé à Toulouse mardi soir, un CRS hors service qui était avec sa femme, Tanguy Hanemont va nous expliquer tout ça, qui s'est fait agresser par des dealers qui l'ont reconnu. Il était en civil. Il a été blessé. Explication de Tanguy. Le policier, un CRS de Montauban, était en repos et se rendait dans un point relais pour récupérer un colis avec sa femme lorsqu'il a été pris à partie. Un individu cagoulé lui a dit, je cite, de dégager. Le policier a refusé, c'est là qu'il a été frappé. 2 coups au visage, il s'est aussi fait cracher dessus. Le policier a essayé d'attraper son agresseur, mais il s'est rendu compte qu'une quinzaine d'individus cagoulés eux aussi venaient dans sa direction. Il est remonté dans sa voiture avec sa femme pour prendre la fuite. Il s'est fait courser par certains des individus. Bilan, une dent fêlée, des douleurs au cervical et au menton pour le policier. Sa femme, nous a-t-on dit, est extrêmement choquée. Du point de vue de l'enquête, 3 interpellations ont eu lieu, dont l'individu qui serait l'agresseur. Les enquêteurs travaillent actuellement sur les images vidéosurveillance du secteur pour permettre d'identifier le reste des individus. Merci beaucoup Tanguy Hanemont. C'est déplorable, évidemment, qu'on soit en civil et qu'on soit agressé avec sa famille, pas avec sa femme. Mais c'est d'autant plus étonnant. Enfin, moi, cette affaire me surprend, je vous le dis, parce qu'un CRS... oui, comment on peut le reconnaître ? Un CRS ne travaille pas sur l'agglomération toulousaine. Il travaille à travers la France en déplacement, et notamment sur des théâtres principalement de maintien de l'ordre ou de sécurisation sur les cités. Peut-être qu'il a fait l'objet de missions de sécurisation sur les quartiers chauds de Toulouse quand il y a eu des problèmes et où on a mis des compagnies de CRS. Toujours est-il que, peu importe, je dirais, il est policier et le fait qu'il soit agressé par quelqu'un qui est cagoulé témoigne peut-être, l'enquête le dira, de la préméditation à agresser un fonctionnaire de police qui a été reconnu. Donc c'est gravissime. Ça démontre une nouvelle fois qu'il n'y a plus aucune limite de ces voyous. Alors moi, j'ai pas le dossier, je le connais pas. Mais là, visiblement, Tanguy Hanemont fait allusion à des interpellations. Donc ça démontre bien qu'il y a une guerre qui est déclenchée par les dealers vis-à-vis de la police qui essaye de faire son travail pour éradiquer notamment les points de deal. Mais on avance juste, on va évoquer ce qui se passe à Bordeaux, où le maire écologiste Pierre Vermic, qui était pourtant radicalement opposé à l'armement de sa police municipale, a changé d'avis, parce qu'il s'est rendu à l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des crimes et délits à Bordeaux. C'est le principe de réalité qui l'a emporté. Reportage d'Antoine Estève. Depuis son élection en 2020, Pierre Vermic l'a toujours répété, il n'est pas un maire shérif. Mais face à la demande des habitants et de sa propre police municipale qui a fait grève en juin dernier pour réclamer des armes de poing, il a changé d'avis. En tant qu'employeur de ces policiers municipaux, je ne pouvais pas permettre de continuer à les laisser aller au front de la délinquance en étant désarmés. L'idéologie politique des écologistes est pourtant résolument contre les armes à feu. Le maire de Bordeaux justifie sa position en tenant compte de la dégradation sécuritaire des grandes villes. On est un peu rattrapé aussi par la réalité. Quand on est un maire qui se veut pragmatique et proche des habitants, j'ai constaté
que la ville de Bordeaux n'est pas épargnée par un phénomène de violence grandissant dans le pays. Pour le moment, ce projet prévoit d'armer seulement une seule brigade de la police municipale, soit une 50aine d'agents. En France, les polices municipales représentent moins de 10% du total des forces de sécurité. Pourtant, ces agents communaux sont, dans une majorité des situations, les premiers à intervenir sur les actes de violence dans les centres-villes, bien avant la police nationale ou la gendarmerie. C'est vrai, Denis Jacob, que vous êtes armé, mais il y a peut-être une réponse en face de vous qui est encore plus forte. Oui, mais ça, malheureusement, c'est inévitable. Déjà souligner que pour une fois qu'un maire change d'avis, oui. C'est bien. D'ailleurs, M. Piolle ferait bien de s'en inspirer. Ça serait pas mal. Message passé. Oui, ça serait pas mal. Pourquoi ? C'est pas une question de dogmatisme, d'idéologie. C'est une question qu'on a, en gros, 25 000 policiers municipaux sur le territoire français. Ce sont aujourd'hui les primo-intervenants sur ce qu'on appelle la police d'urgence, ce que faisait la police nationale il y a quelques années, mais qui aujourd'hui a d'autres choses à gérer. Et donc, on a beaucoup de polices municipales qui sont les primo-intervenants. Mais imaginez, le 13 novembre 2015, on imagine qu'on ait une police municipale à Paris, non armée, et que ce soit les premiers à intervenir sur le Bataclan. Ils font quoi ? Rien. Ils font rien, ils repartent, ils peuvent pas. Ils vont faire autre chose. Donc à un moment donné, il faut sortir de ce dogmatisme politique de dire je suis de gauche ou je suis vert, donc je suis contre l'armement. C'est complètement stupide face à la réalité concrète du terrain. Ça l'a emporté. Ou que ce soit marqué police municipale, police nationale ou gendarmerie dans le dos, c'est un uniforme bleu. Peu importe, s'il faut le tuer, on le tue. Par contre, vous pensez qu'il y a un truc électoraliste là-dessus ? Alors, moi je pense d'abord qu'il a pris son temps, Pierre Urmic. Il est élu depuis 2020, il lui a fallu 4 ans pour dire « Ah tiens, peut-être qu'il faudrait qu'il soit armé ». Bon, Pierre Urmic, il a été élu, on peut le dire, sur un malentendu. Alain Juppé a quitté la mairie de Bordeaux. Alors comme toujours, il n'a pas voulu désigner un successeur parce que tous ces grands responsables politiques, ça les exaspère d'avoir un successeur. Donc il a préféré désigner personne. Les Bordelais se sont dit « C'est pas grave, de toute façon, n'importe qui fera l'affaire ». Ils sont tous partis en week-end sur le bassin d'Arcachon. Et surprise, Pierre Urmic, la vision de l'électorat bourgeois de droite. Pierre Urmic a été élu dans un électorat bourgeois de droite qui s'y attendait pas du tout. Voilà, ça a été la divine surprise. Là maintenant, il veut se faire réélire. Il est obligé de séduire un peu le Bordelais de base, qui est écologiste. Parce qu'il fait de la voile le week-end entre le Cap Ferret et Arcachon. J'adore cette analyse sociologique du vote à Bordeaux. Alex et puis Eric. Alors, Eric, peut-être. Moi, plus généralement, ce qui me fascine, ces quelques dernières années, c'est la course entre la réalité et le déni de réalité. C'est petit à petit tous ceux qui dénient la réalité, mais c'est vraiment lent. Alors là, on a vu, il y a une prise de guerre pour la réalité, qui est le maire de Bordeaux. Effectivement, le maître étalon, c'est M. Piolle. Le jour où M. Piolle voit la réalité, c'est qu'on est presque sauvé. Malheureusement, ça n'arrivera pas de mon vivre. On n'y est pas encore, absolument. Alex. Je partage l'analyse sociologique qui a été faite, mais il y a peut-être aussi une nouvelle bourgeoisie à Bordeaux, un peu plus bobo que bourgeoise traditionnelle, qui a peut-être quand même plébiscité réellement les écolos, sans peut-être savoir, c'est là où je vous rejoins, ce que sont réellement les écolos. Effectivement, ils ont vu des gens sympathiques et défenseurs de la nature et se sont retrouvés avec un idéologue qui veut supprimer le sapin de Noël. Le sapin de Noël, un truc immonde. Exactement, c'est comme je dis toujours, le monde on a des écolos qui veulent pas sauver la planète mais déconstruire l'Occident. Donc bon, là on a un écolo qui semble s'adapter. Donc c'est plutôt s'adapter au Bordelais où il est, ou alors c'est parce qu'il est Bordelais. C'est encourageant, on va dire, ou peut-être ça montre à quel point la situation est grave aussi. Aussi, on peut voir ça comme ça. Juste un tout petit mot du garde des Sceaux, Didier Migaud, qui était notre invité ce matin sur CNews et Europe 1. Il a été interrogé sur le laxisme de la justice. On en parle beaucoup du laxisme de la justice. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il y a des lenteurs dans l'institution, mais qu'il y a des problèmes dans l'exécution des peines. Écoutez Didier Migaud. Ce n'est pas facile pour le ministre de la Justice d'expliquer que non, la justice n'est pas laxiste, elle fait son travail. Mais je suis tout à fait conscient de l'opinion des Français. En revanche, oui, je suis conscient que la justice peut être considérée comme trop lente. Il y a un vrai sujet d'exécution de la peine et d'un délai parfois trop long entre le prononcé de la peine et l'exécution de la peine. Donc j'ai mis en place un groupe de travail. Je suis conscient de ça et les magistrats sont conscients de cela. Bon, tout le monde est conscient, formidable. Ah mais génial, on est entre gens très conscients. Non, la justice, elle n'est pas laxiste. Par contre, on a certains magistrats qui le sont.
On a un dogmatisme politique dans la prise de décision, je suis désolé, c'est incompréhensible pour les policiers. Quand vous interpellez un petit dealer qui est reconnu, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui est remis en liberté et qui ne va pas en prison, pour les policiers, c'est incompréhensible. C'est un travail qui tombe à l'eau. Alors, dire que la justice est laxiste, je ne le pense pas, parce qu'on sait que la justice a des problèmes de moyens financiers, d'effectifs. On a la problématique des places de prison, puisque les établissements pénitentiaires relèvent de la chancellerie. Mais à côté de ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. On a des magistrats, pas tous, mais on a certains magistrats, et on pourrait faire une carte de France d'ailleurs, et on verrait toujours où sont prises les décisions un peu consensuelles, toujours au même endroit, principalement. Je sens que vous visez Bobigny, je ne sais pas pourquoi. Didier Migaud, comme tous ses prédécesseurs, est obligé d'être édulcoré dans ses propos, parce qu'il a une grosse épine dans son pied. Il s'appelle le syndicat de la magistrature, voilà, qui est un syndicat politique très dogmatique, anti-flic, on se rappelle des ouvrages qu'ils ont, qui sortent pour contourner les contrôles de police. Donc de toute façon, même s'il avait l'envie, il n'y arrivera pas avec un syndicat comme le syndicat de la magistrature. Allez, dernier mot de Nils, il faut qu'on avance, il y a encore un sujet que je voulais évoquer. Il faut se poser la question de comment faire exécuter la peine des étrangers. Aujourd'hui, vous avez sur toute la population carcérale 25 000 étrangers qui sont dans les prisons françaises. Donc peut-être qu'il faudrait voir aussi cela pour libérer des places.